Sous la lumière dorée du soleil africain, dans la savane, un moment rare se déroule. Un moment que la plupart des gens ne verront jamais de leur vie. Jean Dupont, 52 ans, avec ses yeux bleus pleins de compréhension et son visage marqué par le temps, repose parmi une mer infinie d'herbes dorées. Dans ses bras, une panthère dort paisiblement, son corps tacheté de jaune contrastant avec la veste en jean délavé de Jean. La montre au poignet de Jean égrène le temps. Mais ici, au cœur de la nature sauvage, le temps semble suspendu. La main calleuse de l'homme repose doucement sur la tête de la panthère, et le visage de ce prédateur, redoutable chasseur dans la nature, affiche l'expression paisible d'un enfant dans les bras de son père. Comment l'un des félins les plus dangereux d'Afrique peut-il faire confiance à un humain de manière si absolue? L'histoire commence 6 mois plus tôt, lorsque Jean effectuait ses patrouilles habituelles dans la réserve de Masai Mara. Personne n'aurait pu deviner que la décision de descendre de sa Jeep ce matin fatidique allait changer sa vie à jamais, menant à l'extraordinaire lien que vous observez dans cette image. Une connexion qui transcende les frontières naturelles, défie toutes les règles du monde sauvage et touche le cœur de quiconque la voit. L'aube pointait à peine sur les prairies de Masai Mara, peignant les hautes herbes en doré alors que Jean Dupont conduisait sa vieille Jeep pour sa patrouille quotidienne. 25 ans de travail dans la conservation l'avaient familiarisé avec les rythmes de la savane. Mais ce matin-là, une intuition vague le poussa à s'écarter de son itinéraire habituel pour se diriger vers un bosquet clairsemé au loin. Parfois, les décisions qui changent une vie naissent de tels moments impulsifs. Jean arrêta le véhicule et marcha dans les hautes herbes, entouré d'un paysage vierge et silencieux. Au milieu des herbes jaunes à hauteur de taille, un faible cri, presque inaudible, le fit s'arrêter. Il s'agenouilla doucement, écartant les herbes. Dans un petit creux, une minuscule créature au pelage tacheté de jaune était roulée en boule, tremblante, un bébé panthère, âgé de 6 semaines tout au plus. Le petit était à peine plus grand qu'un chat domestique, si maigre que chaque côte était visible. Ce qui était le plus surprenant, c'était sa réaction. Au lieu de montrer de la peur ou de tenter de s'échapper, elle leva les yeux vers Jean avec de grands yeux dorés, puis émit un petit cri, comme si elle l'appelait. Jean passa les 2 heures suivantes immobile, observant, attendant de voir si la mère de la panthère apparaîtrait. Aucun signe de la mère, pas de sang ni de traces de lutte. Il n'y avait qu'un petit abandonné, affamé, assoiffé et seul. Après avoir contacté l'équipe de secours et appris qu'il mettrait au moins 2 heures à arriver, Jean décida que le petit ne pouvait pas attendre plus longtemps dans cet état de faiblesse. Lorsqu'il tendit la main, un miracle se produisit. Le bébé ne résista pas. Au contraire, il tenta de grimper sur sa main, comme s'il reconnaissait que c'était sa seule chance de survie. Sur le chemin du retour vers la station, le petit resta immobile sur les genoux de Jean, ses yeux mi-clos d'épuisement et de soif. De temps à autre, il levait les yeux, comme pour s'assurer que son sauveur était toujours là. La lumière matinale filtrait à travers la vitre de la voiture, mettant en valeur les taches noires parfaites sur son pelage doré, des taches rondes comme des étoiles dans un ciel d'or. Lorsque la voiture s'arrêta à la station de conservation, les collègues de Jean furent stupéfaits. Une panthère sauvage, même un bébé, serait normalement terrifié et tenterait de s'échapper au contact des humains. Mais ce petit s'accrochait à la chemise de Jean, refusant de lâcher prise, ne serait-ce qu'un instant. Lorsqu'un collègue tenta de s'approcher pour vérifier son état, le petit émit un léger grognement et s'enfonça davantage dans les bras de Jean. Dans la clinique de la station, la vétérinaire Sophie Martin examina rapidement le bébé tout en le laissant dans les bras de Jean. Le diagnostic, malnutrition, déshydratation, mais aucune blessure grave. Une chance rare dans le monde impitoyable de la faune sauvage. Cette panthère n'aurait pas survécu sans vous, dit Sophie en préparant une solution d'électrolyte. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est le niveau de confiance qu'elle a en vous. Je n'ai jamais vu cela chez une panthère sauvage. Alors que Jean nourrissait doucement le petit avec une seringue sans aiguille, Sophie suggéra de le nommer Savane, en référence à la prairie où il avait été trouvé. Le nom semblait parfait pour cette petite créature résiliente. La première nuit fut difficile. Selon le protocole, Savane aurait dû être placé dans une enceinte spéciale à température contrôlée, mais le petit refusa. Il pleurait, griffait la porte de la cage, appelant jusqu'à ce que Jean revienne. C'est alors qu'une décision inhabituelle fut prise. Jean emmènerait Savane dans sa tente, au moins pour la première nuit. Dans le petit espace de la tente de campagne, Savane se calma enfin. Elle se blottit sur la poitrine de Jean, sa respiration devint régulière et elle s'endormit profondément pour la première fois depuis son sauvetage. Jean resta allongé, écoutant la douce respiration de la petite créature sauvage, ressentant un lien se former. Un lien qui allait changer leur vie à jamais. Les premières semaines avec Savane furent une leçon de patience et d'adaptation pour Jean et l'équipe de conservation. Malgré leur expérience avec de nombreux animaux sauvages, personne n'avait jamais vu un bébé panthère aussi attaché à un humain. Les protocoles standards durent être ajustés, les limites redessinées.
Chaque matin commençait par Jean nourrissant Savane avec une formule de lait spécial pour bébé panthère, à l'aide d'un petit biberon. Au départ, le petit était encore faible, mais ses yeux suivaient toujours Jean. Comme s'il craignait que son nouveau protecteur disparaisse en une semaine seulement, Savane commença à se rétablir de manière remarquable. Son pelage devint plus brillant, ses yeux s'illuminèrent de curiosité et d'énergie. Ce qui était le plus notable, c'était la manière dont Savane développa un emploi du temps centré sur Jean. Lorsque les premiers rayons de soleil filtraient à travers la fenêtre de la tente, le petit réveillait Jean en lui léchant doucement le visage, puis restait allongé sur sa poitrine jusqu'à ce qu'il soit complètement réveillé. Après le petit déjeuner, elle suivait Jean partout où il allait dans la station. Les autres membres du personnel s'habituèrent à la vue de cet homme grand suivi de sa petite ombre tachetée. Alors que la plupart des cas d'élevage de bébés panthères nécessitent de réduire progressivement l'interaction humaine pour préparer leur réintégration dans la nature, le cas de Savane était différent. Ce petit avait développé un lien fort que les experts appellent l'empreinte. Ce phénomène se produit lorsqu'un animal considère la première créature rencontrée après sa naissance comme son parent. Dans le cas de Savane, Jean était devenu son parent de substitution. Au bout de la 3e semaine, Savane passa du lait à de la viande finement hachée. Jean restait toujours à ses côtés lors de ses premiers repas, guidant doucement le jeune petit. Parfois, Savane levait les yeux vers lui, comme pour s'assurer qu'elle faisait les choses correctement. Ces moments étaient magiques. Une panthère sauvage, née pour devenir l'un des prédateurs les plus redoutables d'Afrique, cherchait l'approbation d'un humain. Ce comportement n'avait jamais été documenté chez les panthères sauvages, nota la docteure Sophie dans son rapport hebdomadaire. Savane n'accepte pas seulement la présence humaine, elle recherche activement l'interaction et l'approbation. À la fin du 1er mois, Jean commença à emmener Savane dans les prairies pour de courtes sorties. C'étaient les premières étapes d'un long processus pour aider la panthère à se connecter à son environnement naturel. Ces sorties révélèrent quelque chose d'intéressant. Les instincts sauvages de Savane restaient intacts. Elle commença à montrer des comportements de chassinée, se cachant dans les herbes, traquant des insectes et de petits lézards, s'entraînant à bondir et à attraper. Mais après chaque chasse, Savane revenait toujours vers Jean, parfois en lui apportant son petit trophée en guise de cadeau. Ces moments rappelaient la manière dont les chats domestiques apportent des proies à leurs propriétaires, un comportement que les éthologues animaliers considèrent comme une manière d'enseigner la chasse aux humains ou de montrer leur gratitude. Un après-midi spécial, après avoir passé près d'1 heure à traquer et attraper un gros lézard, Savane apporta son butin pour le déposer aux pieds de Jean. Puis, peut-être fatiguée par l'effort de la chasse, elle grimpa sur ses genoux et se roula en boule. Dans la douce lumière de l'après-midi, avec le vent murmurant à travers les herbes, Savane s'endormit profondément dans les bras de l'homme qu'elle considérait comme son père. Ce moment, capturé dans une photographie par l'un des collègues de Jean, devint le symbole de cette relation spéciale. L'image d'une panthère sauvage dormant paisiblement dans les bras d'un humain, avec une expression de sérénité complète, toucha le cœur de tous ceux qui la virent. À mesure que Savane grandissait, Jean commença à concevoir des leçons spéciales pour elle. Il cachait des morceaux de viande dans une grande enceinte, obligeant Savane à utiliser son odorat et sa vision pour les trouver. Peu à peu, les exercices devinrent plus complexes, simulant des situations de chasse réelles qu'une panthère rencontrerait dans la nature. Étonnamment, Savane apprenait vite. En quelques mois, elle avait développé de nombreuses compétences de chasse nécessaires. Mais ce qui était étrange, c'est que, malgré sa force et sa confiance croissante, Savane maintenait son lien profond avec Jean. Elle cherchait toujours sa présence, reconnaissait son appel à distance et appréciait toujours les moments calmes blottis contre son protecteur. C'est un cas unique, remarqua l'éthologue animalière Elena Karpov lors d'une visite à la réserve pour étudier Savane. Nous assistons à une panthère développant pleinement ses instincts sauvages, tout en maintenant une relation intime avec un humain. Ce n'est pas un animal apprivoisé. C'est une véritable relation interespèce. Au 6e mois, Savane s'était développée en une jeune panthère en bonne santé. Son pelage doré aux taches noires parfaites réfléchissait la lumière du soleil alors qu'elle courait à travers la prairie. Ses muscles toniques ondulaient sous sa peau, et ses yeux dorés brillaient d'intelligence et de vigilance accrue. Mais chaque soir, indépendamment des activités de la journée, Savane cherchait Jean. Alors que le soleil commençait à se coucher et que le ciel devenait d'un orange vibrant, la panthère s'allongeait à côté de lui, parfois posant sa tête sur ses genoux, parfois se blottissant dans ses bras comme lorsqu'elle était petite. Dans ces moments, la frontière entre humain et faune semblait s'effacer. Il ne restait que deux êtres, liés par la confiance et l'affection, transcendant toutes les barrières naturelles. Alors que Savane entrait dans son 8e mois, la complexité de l'élevage d'une panthère sauvage devenait de plus en plus évidente. Pour Jean et l'équipe de conservation, une question revenait sans cesse. Quel avenir attendait Savane? Les panthères sont des animaux solitaires dans la nature, vivant et chassant seuls après avoir quitté leur mère.
Mais Savane n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre les leçons cruciales de sa mère et avait développé un lien fort avec les humains, en particulier avec Jean Point. Nous marchons sur une corde raide, expliqua le directeur de la réserve, Marcel Levental, lors d'une réunion. Savane n'est pas un animal de compagnie. C'est une panthère sauvage avec tous les instincts et besoins que cela implique. Mais elle a aussi un lien spécial avec Jean que nous ne pouvons ignorer. La décision finale fut de créer une vaste zone semi-naturelle, un espace de 20 hectares entouré de clôtures de sécurité où Savane pourrait développer ses compétences sauvages tout en maintenant un contact avec Jean. Ce n'était pas une solution parfaite, mais elle offrait le meilleur équilibre entre les besoins naturels de la panthère et la relation spéciale qu'elle avait développée. Le déménagement de Savane dans la nouvelle zone se passa beaucoup plus facilement que prévu. La panthère avait considérablement grandi, pesant désormais près de 30 kilos et mesurant environ 1,2 mètres, queue comprise. Mais lorsque Jean la conduisit dans la nouvelle zone, Savane ne montra aucune peur. Elle explora curieusement le nouvel environnement, mais revenait fréquemment vérifier si Jean était toujours là. Jean passa de nombreuses heures dans cette zone avec Savane, lui enseignant des compétences de chasse plus complexes. De la viande fraîche était cachée dans des endroits plus difficiles à trouver, parfois traînée sur le sol pour créer des pistes olfactives. Savane se développait bien, ses capacités de chasse devenant de plus en plus sophistiquées. Mais ce qui était le plus notable, c'est que, malgré son développement en un prédateur redoutable, Savane restait complètement douce avec Jean. C'est un contraste étonnant, nota la vétérinaire Sophie. J'ai vu Savane déchirer un gros morceau de viande avec la puissance effrayante de ses dents et de ses griffes, pour ensuite lécher doucement la main de Jean comme un chat domestique. Un après-midi, alors que Jean était assis à l'ombre d'un arbre dans la zone de Savane, un événement inattendu se produisit. Une petite antilope, relâchée dans le cadre du programme d'entraînement à la chasse, traversa leur zone. En un instant, les instincts de chasse de Savane s'éveillèrent. Avec une vitesse fulgurante, la panthère bondit en avant, son long corps s'étirant dans l'air alors qu'elle rattrapait sa proie en quelques secondes. Jean se leva, légèrement anxieux. C'était la première fois que Savane chassait une proie vivante. Mais les mois d'entraînement portèrent leurs fruits. Savane chassa avec la précision et l'efficacité d'une panthère adulte. La morsure au cou de l'antilope fut rapide et précise, mettant fin aux choses de manière rapide et humaine. Après s'être rassasié, quelque chose de miraculeux se produisit. Savane, avec encore du sang sur le museau, marcha lentement vers Jean. Il n'y avait aucun signe d'agressivité, aucun regard de prédateur, seulement une reconnaissance et une connexion familière. La panthère s'assit à côté de Jean, et après avoir nettoyé son museau, elle posa sa tête sur ses genoux, semblant fatiguée après la chasse-point. Ce fut le moment où j'ai su avec certitude que notre lien transcendait tous les instincts, confia Jean à un documentariste visitant la réserve. Savane peut être une prédatrice parfaite, mais elle me considère toujours comme sa famille. Alors qu'elle entrait dans sa 2e année, un nouveau défi émergea. Un mâle panthère adulte fut repéré autour du périmètre de la réserve. Ce n'était pas inhabituel, mais la réaction de Savane était notable. Elle commença à passer du temps au bord de sa zone, reniflant l'air et émettant parfois de petits sons que les panthères utilisent pour communiquer. C'est un signe de maturité sociale, expliqua Elena Karpov. Savane répond à des signaux que nous ne pouvons pas percevoir, mais qu'elle ressent. C'est l'instinct naturel à l'œuvre. J'en ressentais des émotions mitigées en observant la réaction de Savane à la présence du mâle. Une partie de lui était fière que la panthère affiche des comportements naturels, mais une autre partie ressentait une vague tristesse. Était-ce un signe que Savane était prête pour une vie différente, une vie sans lui? Dans les jours qui suivirent, Savane semblait partagée. Elle cherchait toujours Jean chaque jour, se blottissait encore à ses côtés dans l'après-midi, mais passait aussi du temps à regarder au loin, là où le mâle avait été vu. Une décision difficile fut prise. La porte entre la zone de Savane et la nature sauvage plus vaste serait ouverte plusieurs heures par jour, permettant à Savane de choisir librement. Si elle voulait explorer plus loin, elle le pouvait. Si elle voulait revenir, la porte resterait ouverte. Le premier jour où la porte fut ouverte, Savane sembla ne pas remarquer le changement. Elle passa la journée dans sa routine habituelle, chassant dans sa zone familière et se reposant avec Jean l'après-midi. Le 2e jour fut similaire, mais le 3e jour, quelque chose changea. Savane se tenait près de la porte ouverte, reniflant l'air avec une curiosité évidente. Elle jeta un regard à Jean, comme pour demander la permission, puis traversa prudemment la porte vers un territoire inexploré. Jean retint son souffle. Ce pouvait être la dernière fois qu'il voyait Savane, et cette pensée lui brisait le cœur. Savane disparut de la vue pendant plus d'1 heure, le temps le plus long qu'elle avait passé loin de Jean depuis son sauvetage. Alors que le soleil commençait à se coucher et que l'obscurité tombait progressivement, Jean restait assis près de la porte, attendant avec un cœur lourd. Puis,
Dans le crépuscule, une silhouette familière apparut. Savane revenait, se déplaçant avec la confiance et la grâce que seuls les panthères adultes possèdent. Elle s'arrêta devant Jean, ses yeux dorés plongés dans les siens. Puis, comme si rien n'avait changé, elle se blottit à ses côtés, la tête reposant sur ses genoux, et soupira de contentement. Dans les mois qui suivirent, un nouveau schéma s'établit. Savane passait du temps à explorer la nature sauvage, disparaissant parfois pendant des jours entiers. Mais elle revenait toujours, cherchait toujours Jean, et maintenait toujours le lien spécial qui s'était formé dès le premier jour. Des chercheurs du monde entier vinrent étudier ce cas unique. La relation entre Jean et Savane avait défié de nombreuses hypothèses sur la faune et leur capacité à créer des liens. Elle avait ouvert de nouvelles questions sur l'intelligence sociale des grands félins et leur capacité à reconnaître les émotions. Mais pour Jean, la chose la plus précieuse n'était pas la valeur scientifique, mais l'amitié simple et profonde. Chaque fois qu'il regardait dans les yeux dorés de Savane, il voyait la petite créature fragile qu'il avait sauvée ce jour fatidique. Et chaque fois que Savane se blottissait dans ses bras, paisible et totalement confiante, il savait que quelque chose de véritablement magique s'était produit entre eux. Un lien qui transcendait les frontières des espèces, du langage et de la compréhension conventionnelle. Un après-midi de printemps spécial, alors que la lumière dorée inondait les prairies verdoyantes, un photographe captura le moment emblématique. Jean et Savane allongés parmi les herbes. La panthère adulte blottie dans les bras de l'homme, tous deux profondément endormis. Cette photographie, simplement intitulée « Une panthère se blottit et s'endort dans les bras d'un homme », pensant qu'il est son père, se répandit dans le monde entier, touchant des millions de cœurs et devenant un symbole de l'amour qui surmonte toutes les barrières. Ce n'était pas une histoire de domestication d'une créature sauvage, mais une histoire de respect, de confiance et d'un lien inexplicable formé entre deux êtres de monde totalement différents. Une preuve des merveilles qui existent dans le monde naturel si nous sommes assez patients pour les observer. Des années passèrent, et l'histoire de Jean et Savane continua de toucher les cœurs à travers le monde. Plus qu'un conte extraordinaire d'une amitié improbable, leur relation offrait des leçons profondes sur la connexion qui transcende les espèces. Dans un monde de plus en plus divisé, leur lien nous rappelait que la confiance peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Savane, avec ses instincts sauvages intacts, choisissait chaque jour de revenir vers Jean, non par dépendance, mais par un respect et une affection mutuelle. Jean, de son côté, n'a jamais cherché à la domestiquer ou à la posséder, mais a plutôt créé un espace pour que sa véritable nature prospère. Peut-être la leçon la plus puissante de leur histoire était celle de l'équilibre entre tenir prêt et laisser partir. Jean a offert la sécurité lorsque Savane en avait le plus besoin. Il a eu le courage d'ouvrir la porte lorsque le moment est venu. Il a compris que le véritable amour ne consiste pas à posséder, mais à vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'autre, même si cela signifie la liberté de choisir. Les scientifiques continuent d'étudier ce cas remarquable, mais les gens ordinaires en ont compris l'essence immédiatement. Les frontières, qu'elles soient d'espèce, de langage ou de culture, importent bien moins que le langage universel de la compassion. Dans un monde chaotique, Jean et Savane nous rappellent que les moments de connexion, aussi improbables soient-ils, sont ce qui rend la vie véritablement significative. Comme Jean le réfléchissait souvent, en observant Savane se déplacer avec assurance entre son existence sauvage et leurs moments partagés de confiance, elle m'a appris plus sur l'amour que n'importe quel humain n'aurait pu le faire. Parfois, les relations les plus profondes se passent de mots, juste de présence, de confiance et du courage d'être exactement qui vous êtes.